Merci de nous préférer chez vous. C'est l'heure de décryptage. Nous recevons Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler du Mali, représailles des Fama contre la Katiba Massina après le massacre de Diala-Sagou. Diala-Sagou, on se souvient de ce massacre qui a fait tant de morts. Mamadou Diouf, bonjour. C'était le pire, l'un des pires massacres qu'a connu le Mali et les Fama ont réagi. Bonjour Michel, effectivement les FAMA ont réagi et elles devaient réagir puisque si vous regardez ce qui se passe actuellement dans la zone de Bankas, les populations étaient complètement fâchées contre les militaires maliens au point même de décider de faire de la désobéissance civile, ce qu'elles ont d'ailleurs commencé. Il a fallu que le préfet et le gouverneur négocient très fort pour que les populations arrêtent. Ils avaient dit de tout arrêter sauf le commerce et le service de santé. Et ils l'ont fait. Parce que les populations posent un problème. L'armée était où pendant tout ce temps-là? Parce que ça s'est fait du vendredi pratiquement au samedi, c'est vrai, pendant la nuit. Et les populations contestent parce que les militaires y étaient d'abord et les militaires sont partis par la suite. Donc les femmes étaient obligées de réagir parce que au niveau des populations, les gens commençaient à s'en prendre directement à l'autorité même et aux militaires en considérant que si tout ça a pu se faire, c'est parce que l'armée ne s'est pas assumée de façon totale. Mais la réaction était nécessaire pour calmer les populations et pour montrer également que l'armée malienne est bien là pour protéger les populations du Mali. Alors Mamadou, aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais le massacre de Diala-Sagou n'est pas aux antipodes de ce qu'on nous dit souvent sur le terrain, c'est-à-dire l'avancée des Fama. Oui, c'est une sorte de pied de nez, à la limite de la part de ces groupes extrémistes violents. Pour le cas d'espèce, la Katiba Massina dont tu as parlé de Amadou Koufa, par rapport à l'armée malienne. Parce que depuis un certain temps, effectivement, vous avez des communiqués de l'armée malienne montrant qu'ils ont réussi à tuer un certain nombre d'extrémistes qui étaient sur le terrain. Mais ici, on revoit ce qu'on avait l'habitude de voir auparavant. Ça ressemble à un pied de nez. C'est comme s'ils ont voulu dire aux militaires, mais attendez, vous faites des communiqués, attendez, on va vous montrer que vous ne gérez pas la situation. C'est pourquoi si vous regardez, l'État malien n'a pas réagi immédiatement après les massacres. Il y a eu une sorte de temps d'attente parce que c'était vraiment gênant par rapport à la tendance qui avait été prise, par rapport à une montée en puissance de l'armée malienne qui est indiscutable. Ces bombardements dont ils parlent en sont une preuve. Pendant qu'ils étaient en train de prendre le devant, de gérer sous forme d'offensive ce qui se passe, on a revu ce qu'on avait l'habitude de voir. Et c'était très gênant parce que c'était vraiment pas le moment pour les autorités maliennes, tout comme pour l'armée malienne. Mais malheureusement, c'est exactement ce qui s'est passé, bien que les interprétations sont particulièrement différentes, puisque au Mali, vous avez encore des groupes de la société civile qui s'interrogent sur jusqu'où les informations données de façon officielle sur les offensives de l'armée malienne sont réelles. Vous avez des gens qui s'interrogent là-dessus, bien que de façon globale, tout le monde est d'accord, il y a effectivement actuellement une montée en puissance de l'armée malienne. Mais le problème qui s'est passé à Diala-Sougou, c'est le même problème qui se passait pendant que les Français étaient là. Ouais. Si vous vous Ça, il rappelez, faut le préciser. Ouais. à la conférence de Pau, quand Macron avait tapé du poing sur la table, il avait dit, mais nous, on ne peut pas être là à venir combattre les extrémistes et après les avoir combattus, vous n'êtes pas en mesure d'assurer la sécurité sur les zones où nous les avons obligés à quitter. Parce que quand on ne peut pas assurer la sécurité sur place, quand vous partez, mais il est évident que ces gens-là vont revenir. Et c'était le cas ici à Diala-Sagou, d'autant plus qu'ils disent même que les populations ont aidé les militaires, raison pour laquelle ils sont venus se venger sur les militaires. Mais bon, ça c'est un argument qui ne tient pas du tout la route, c'est de la sauvagerie tout simplement. Ce n'est pas la peine de lui chercher une quelconque forme de justification. Est-ce que les dispositions sont aussi prises? Parce que Mamadou, l'essentiel, ce n'est pas réagir après le massacre. Est-ce qu'on a mis les dispositions pour que, quand les populations appellent les FAMA, qu'ils puissent répondre? Mais c'est le problème de fond actuellement en Afrique
au Sahel dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme. C'est le problème de fond. Et on a vu comment c'est efficace. Rappelez-vous l'avant-dernière attaque au Burkina, puisque la dernière c'était à Seitenga, mais l'avant-dernière attaque, quand les autorités du Burkina ont fait appel à Barkhane et au Niger, des avions ont décollé de Niamey avec Barkhane, mais ceux qui étaient venus pour attaquer, on ne les a pas laissés retourner puisqu'on a pu les trouver à cause de la rapidité, bien sûr, quand on vient par les airs. Mais c'est l'éternel problème qui se pose. Que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, notre armée n'a pas les moyens qu'il faut pour pouvoir réagir de façon aussi rapide. Il faut le dire. C'est ça la triste réalité. C'est pourquoi c'est après les massacres qu'on vient pour faire du ratissage. C'est-à-dire suivre les traces de ces gens pour essayer de voir si on peut en prendre quelques-uns. Pendant longtemps, c'était ça. Et c'est pourquoi pendant longtemps, c'est les groupes extrémistes violents qui prenaient l'initiative et nos armées couraient derrière. Alors que c'est le contraire, c'est nos armées qui doivent prendre l'initiative, c'est ces groupes extrémistes violents qui doivent se sentir en situation d'insécurité au point de ne pas pouvoir rester même dans le même endroit pendant 24 heures. Mais n'oublions pas que le Mali également est un très vaste pays. Oui. Moi, j'ai séjourné dans cette zone centre du Mali, mais quand vous y allez, mon cher, l'armée malienne n'est pas en mesure de sécuriser cette zone. Ils ne peuvent pas mettre des militaires partout. Et c'est là où l'armée malienne doit s'interroger. Ils auraient dû bénéficier plutôt de l'appui de la MINUSMA, bénéficier également du G5 Sahel au lieu de sortir de ce groupe parce qu'ils ne sont pas ni en nombre ni en moyens en mesure de sécuriter l'ensemble du territoire malien. Il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est plus d'1 million de kilomètres carrés. Alors, l'absence de l'armée malienne dans ces zones, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Les FAMA vont continuer le travail ainsi ou bien les Russes vont jouer aussi un rôle dans ces localités? Les Russes sont là pour appuyer les FAMA. Mais le problème reste le même. Les Russes sont combien? Ils peuvent venir au combat. Mais comme je disais tout à l'heure, après le combat, vous faites quoi? Mais si vous repartez, vous avez vaincu peut-être un groupe, vous en avez tué certains. Si vous repartez, les autres vont faire quoi? Mais ils reviennent. Ils reviennent et c'est ce retour qui est le problème de fond parce que si vous ne pouvez pas laisser des militaires, et quand je dis des militaires, c'est une garnison suffisante. Parce que si vous leur laissez là-bas une trentaine de militaires, vous avez vu leur méthode, ils viennent en centaines pour les massacrer. Mais le Mali n'est pas en mesure de mettre des garnisons un peu partout. Il va falloir changer de stratégie et tous les spécialistes l'ont dit. Aujourd'hui, il faut nécessairement des capacités aériennes extrêmement importantes en termes d'hélicoptères de combat, en termes de drones, pour pouvoir faire du renseignement, voire même pouvoir situer ces gens, prendre le devant, aller les attaquer là où ils sont cachés, et à défaut, quand ils viennent pour attaquer, qu'on puisse au moins les voir pour les empêcher d'attaquer, et au pire des cas, quand ils attaquent, qu'on puisse dans les 10 minutes descendre sur le terrain où les gens se trouvent. Mais ça, pour le faire, il faut qu'il y ait des positionnements stratégiques à l'intérieur du territoire malien et qu'au niveau de chaque positionnement stratégique, qu'il y ait les hommes qu'il faut et les moyens qu'il faut pour que quand on dit qu'il y a une attaque à un endroit précis, qu'il y ait tout le nécessaire pour que ceux qui sont le plus proches de l'endroit puissent intervenir immédiatement. Ce n'est pas la réalité aujourd'hui sur le terrain malien. Alors, Diassago, sur la carte, on voit que c'est une localité qui est située au sud-est presque du Mali. Et cette localité n'est pas loin du Burkina Faso. Mamadou, est-ce qu'on peut avoir aussi une coordination entre les États pour lutter contre les djihadistes? Ce n'est pas est-ce qu'on peut, on doit. On doit. C'est-à-dire le format, c'est que si les djihadistes quittent le Mali, par exemple, et vont au Burkina Faso, on les traque jusqu'au Burkina Faso et vice-versa. Ce n'est pas qu'on les traque. Quand il y a une attaque à côté d'une frontière, l'échange de renseignements doit faire en sorte que le pays qui est attaqué mette ses militaires en marche. Et il faut prendre l'exemple du Nigeria, du Cameroun et du Tchad, qu'on autorise le pays qui n'est pas encore, que le pays qui n'est pas attaqué autorise le pays qui est attaqué à traverser la frontière avec ses armes pour poursuivre ces gens. Mais mieux, le pays qui n'est pas attaqué, si on lui donne le renseignement,
il doit prendre ses forces également, les mettre en mouvement pour aller vers cette frontière-là où les terroristes risquent de passer pour venir se cacher, pour les attaquer. Parce que quand les terroristes finiront avec le pays qui a été attaqué, mais c'est dans ce pays-là qu'ils vont se déverser. Quand il y aura des ratissages où on vient pour les combattre, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils se dispersent. Ils traversent les frontières comme des populations ordinaires. Quand vous avez fini avec votre ratissage, puisque l'armée ne peut pas rester, ils reviennent progressivement, ils se regroupent à nouveau. Et là où on avait dit qu'on a fait le ratissage, il n'y avait plus de terroristes, ils s'organisent là-bas, ils tapent encore. On se demande d'où ils viennent, mais tout le monde sait d'où ils viennent. La France n'a jamais vaincu les terroristes au Mali. Jamais. Ils se sont dispersés, tout simplement. Quand la France a mis les moyens qu'il faut, les empêchant de pouvoir circuler, de pouvoir attaquer, mais ils se sont dispersés. Au bout de quelques temps, puisque c'est un dispositif également qui est extrêmement lourd en hommes, en matériel, en argent, quand le dispositif a été réduit, mais on les a revus. On les a revus. Le problème auquel on est confronté aujourd'hui est connu, il est documenté. Nous n'avons pas suffisamment de puissance sur le plan aérien pour pouvoir très rapidement agir pour empêcher à ces gens de s'en prendre aux populations civiles en particulier, ou à défaut de pouvoir immédiatement réagir quand on a l'information que les populations sont attaquées. Parce qu'après les attaques, vous voyez tout le temps les populations se plaignent. On a appelé. On a informé l'armée. Mais il y a des arguments que les militaires donnent et qui sont fondés. On a vu au Burkina, au niveau de l'Est, on attaque à Pama, on appelle les renforts viennent de Fada, puisque c'était la zone la plus proche. Ils sont allés miner le chemin par lequel les renforts devaient passer. Donc le renfort qui devait venir même est tombé dans une embuscade. C'est pourquoi il faut actuellement nécessairement du matériel sur le plan aérien pour la rapidité, mais également pour la sécurité des forces de défense et de sécurité. Alors, on voit le modus operandi de ces djihadistes, vous l'aviez souligné d'ailleurs, on les chasse, ils reviennent surtout en puissance. Comment ont été les représailles d'abord des FAMA, l'armée malienne? Est-ce qu'on peut dire que ces djihadistes de la Katiba Massina peuvent encore revenir? Ah mais bien sûr, ils sont là, ils ne sont pas dans cette zone seulement. Parce qu'actuellement, au niveau du Mali, on sait que certaines parties du Mali, c'est en fait le GESIM, comment ils appellent encore, GENIM, GESIM, puisque ça revient même, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, en fonction de l'appellation en français ou en arabe, qui domine. Dans d'autres côtés, on sait que c'est l'État islamique au Grand Sahara qui domine. Et c'est connu. Donc, le groupe de Amadou Koufa n'est pas seulement dans cet espace. Ils sont également dans d'autres espaces. Et même dans cet espace, comme j'ai dit, l'armée malienne pour le moment a dit nous avons bombardé à Ségué, nous avons bombardé à Télékou, nous avons bombardé dans la forêt de Sama. Bon, on n'a pas de bilan. Combien de personnes ont été tuées ou blessées? On n'a pas d'informations. Quand je suivais la télévision malienne en pensant qu'on va pouvoir trouver un bilan, on a un communiqué qui ne donne pas de bilan. Ce qui veut dire que quel est le résultat de ces opérations aériennes? Pour le moment, nous ne le savons pas. Mais n'oublions pas que la France, Barkhane, MINUSMA ont fait des opérations aériennes plusieurs fois. Et c'est ce que j'ai dit. Pour combattre ce terrorisme, l'action ponctuelle ne peut pas résoudre le problème. Il faut trouver ces gens jusqu'à leur dernier retranchement. À la limite, les obliger finalement à venir se présenter. Mais ces moyens ne sont pas disponibles au niveau du Mali en hommes, en matériel, même en finance, parce que la guerre coûte excessivement cher, surtout dans cette situation de crise où déjà les populations se plaignent de tout. S'il faut prendre encore dans le budget augmenté sur le plan militaire, bon, tu vas aller vouloir régler un problème sur le plan militaire, tu vas créer un autre problème sur le plan social et sur le plan politique. Donc ce n'est pas une situation facile, ça il faut le dire, que ce soit le Mali, le Niger, le Burkina, ce n'est pas facile. On le répète tout le temps, ce n'est pas une guerre conventionnelle. Si nos armées individuellement devaient faire face à ces groupes, mais la guerre est terminée depuis longtemps. Mais il n'y a pas une guerre où on fait face à un groupe. Pire, c'est des gens qui font leur coup et qui redeviennent des populations comme toutes les autres populations, puisque même quand ils viennent dans une zone où eux-mêmes ne sont pas originaires de cette zone, ils travaillent toujours pour avoir ce qu'on appelle une endogénisation,
c'est-à-dire faire en sorte de recruter des gens sur place, et ces gens-là vont pouvoir poser des actes et puis redevenir des populations entre guillemets normales, mais quand vous venez chercher, vous allez trouver qui? Vous ne risquez pas de trouver quelqu'un. Alors que celui devant qui vous passez peut-être en fait partie, mais il est habillé comme tout le monde, il parle la même langue que tout le monde. Peut-être même il viendra vous dire, mais les terroristes sont venus, ils ont créé des problèmes, alors que lui-même, il en fait partie. Alors, la sécurité au cœur de la gouvernance du président Assimi Goïta, c'est une condition pour organiser les élections à venir. C'est-à-dire, je vais parler de la fin de la transition. Mamadou, avec la situation actuelle, on peut craindre pour l'avenir du Mali et surtout de cette transition. J'ai toujours dit que je ne suis pas d'accord qu'on lie les élections à la sécurisation. Je l'avais dit sur le Burkina, je l'ai dit sur le Mali, et on a vu des expériences. Le Mali a organisé des élections. Ibeka est devenu président dans quelles circonstances? Ibeka a été réélu dans quelles circonstances? Roch-Marc Christian Kaboré a été élu dans quelles circonstances? À Centrafrique, Touadéra a été élu dans quelles circonstances? Pour moi, ça ne tient pas la route. Parce que si on dit qu'on attend la sécurité avant de faire les élections, vous voyez, ils avaient proposé 5 ans. Ils ne présentaient aucune garantie que dans les 5 ans, la sécurité allait revenir. N'oublions pas que Barkhane était là-bas, MINUSMA était là-bas, G5 Sahel est venu par la suite. Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Ça veut dire que pendant toutes ces années, puisqu'on n'avait pas réglé la question du terrorisme, il ne fallait pas organiser des élections, mais on met le Mali dans une autre situation d'instabilité par rapport à ses institutions et par rapport également à la légitimité, voire même la légalité du pouvoir qui est en place. Non, si les conditions sont suffisamment réunies pour qu'on puisse faire voter l'essentiel des populations maliennes, il ne faut pas qu'à cause du terrorisme, on ajoute une autre instabilité. À mon avis, il faut organiser les élections dès que les conditions sont réunies, mais dire que tant que la question de la sécurité n'est pas réglée, on ne va pas organiser des élections, c'est renvoyer les élections au calendrier grec, c'est-à-dire on ne sait pas du tout quand les élections vont avoir lieu. Alors Mamadou Diouf, puisqu'on parle du Mali, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a confirmé l'arrivée du médiateur de la CEDEAO, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan. Les négociations vont continuer avant le sommet d'Accra. C'est le 3 juillet à venir. Vous attendez quoi? Qu'on lève au moins une partie des sanctions. Au moins. Au mieux qu'on lève les sanctions. Je suis contre le coup d'État, je ne cesse de le dire. Mon problème avec ces sanctions, c'est qui est sanctionné. Ce sont finalement les populations. En ce moment, en droit, on parle de l'imputabilité. C'est-à-dire quand on juge une personne, il faut pouvoir prouver que c'est cette personne qui est coupable. Et c'est cette culpabilité de la personne qui explique la sanction par rapport à la personne. Si les populations maliennes ne sont pas responsables, pourquoi elles sont sanctionnées? Ça pose un sérieux problème. C'est vrai que ça a toujours été comme ça. Le Togo a connu des sanctions ici pendant de très longues périodes, qui a payé les prix. On l'a vu avec bien des pays, ça a toujours été comme cela. Mais il faut qu'on cesse et qu'on trouve d'autres moyens pour sanctionner les personnes ciblées, sans pour autant que ces sanctions, finalement, soient véritablement sur le dos des populations maliennes. Les Maliens souffrent. Et ce n'est pas les Maliens seulement qui souffrent. Les Sénégalais souffrent. Les Ivoiriens souffrent, les Togolais souffrent parce que le Mali étant complètement enclavé, ces pays participent au désenclavement du Mali par rapport au commerce. Et vous avez des gens qui ne sont ni l'État, ni le pouvoir, ni quoi que ce soit, qui sont des opérateurs économiques, qui ont investi leur argent dans des camions, qui étaient dans du transport, etc., dans ce domaine, qui aujourd'hui sont pratiquement bloqués, même si on dit que le transport de marchandises pour les denrées de première nécessité n'est pas bloqué, ça se fait de façon extrêmement difficile. Donc, la conséquence des sanctions, ce n'est même pas au Mali seulement. Vous avez des populations qui ne sont pas maliennes et qui subissent également les sanctions. Mais en ce moment, il faut que la CEDEAO accepte qu'ils sont allés trop loin dans les sanctions, qu'on voit comment alléger un certain nombre de sanctions qui permettent aux populations au moins de vivre tranquillement. La deuxième chose, il faut que la CEDEAO sache qu'on a beau sanctionner le Mali, il va falloir combattre le terrorisme. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec ceux qui sont sur place qu'il faut laisser le combat contre
de terrorisme. Vous avez vu l'attitude de la France qui a tout le temps répété, même si on nous fait quitter le Mali, nous allons continuer la lutte contre le terrorisme parce qu'en fait, tout le monde a intérêt à participer à cette lutte contre le terrorisme puisque s'ils finissent avec le Mali, personne ne sait où ils vont aller. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. Mali, représailles des Fama contre la Katiba Massira après le massacre de Diala Sagou. Infini merci. On marque une petite pause et derrière, on reçoit l'invité du jour.